L'échiquier international, soyez les bienvenus. Alger, Paris et cette crise inédite, cette crise diplomatique de grande ampleur. Paris récemment accusé Alger de bénéficier de certains privilèges qui n'en sont pas regardés de plus près, comme ces fameux accords de 1968 que beaucoup de politiciens français ont découvert dernièrement pour la circonstance. Mais en finalisant la lecture, ils auraient sans doute découvert que ces accords sont désubstantialisés, comme on dit en droit. La France accuse Alger mais omet d'évoquer ses propres privilèges, on verra lesquels. La crise serait-elle allée trop loin pour Paris? Telle est la deuxième question, si bien que le président français est en train de reprendre la main au détriment de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui menace de démissionner si Alger ne reprendrait pas ses ressortissants sans passer par la case du droit. On va tenter de faire le tri concernant cette situation qui prend une ampleur inédite. À tout de suite. Alger-Paris, le torchon n'en finit pas de brûler. On va en parler avec un habitué de l'échiquier international, l'analyste Badis Renissa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Karim. Alors Badis, on a pas mal de choses à voir ensemble, mais on va commencer avec une question simple. Est-ce que nous sommes témoins de la crise la plus grave entre la France et l'Algérie depuis 1962 ? Tout à fait, c'est très pertinent puisqu'on peut dire même que c'est une crise singulière, particulière, puisqu'elle a cette spécificité qui est unique, notamment si on compare avec d'autres crises, notamment par le passé, c'est celle d'une crise qui est par procuration, c'est une crise qui a été fomentée et qui est d'ailleurs à ce jour sous-traitée par des forces obscures, des forces contraires qui souhaitent effectivement mener les deux pays à un point de non-retour, à un point de rupture, notamment diplomatique. Et en quoi s'attelle notamment le ministre de l'Intérieur à l'étranger, puisque c'est comme ça que je l'ai qualifié. Il ne s'occupe plus des affaires intérieures, mais plutôt de l'étranger, plus particulièrement d'Algérie, puisque c'est son seul programme. Et ce qui fait que de cette crise est une crise certes latente, une crise qui emploie aussi certains vocables, notamment de la part de Bruno Retailleau, à savoir un vocable très guerrier. Quand on parle de riposte graduée, nous sommes en train de parler de tactique guerrière, donc véritablement dans une offensive sans précédent. Et c'est ce qui rend cette crise effectivement une crise dans laquelle nous ne percevons pas aucune désescalade, bien au contraire. Et d'ailleurs aussi, comme j'ai dit, des forces tierces qui se chargent notamment de travailler et agir je dirais discrètement, secrètement, dans le dos que ce soit du président de la République française, Emmanuel Macron, et également dans le dos du gouvernement. Alors, une crise inédite, Badis, vous venez de nous en donner un court aperçu, illustré par exemple par la convocation de l'ambassadeur de France en Algérie suite aux sorties de ce même Bruno Retailleau. On voit dans ce bras de fer, la diplomatie n'a plus vraiment sa place. Expliquez-nous pourquoi. Alors, tout d'abord, il faut rappeler un point très important qui est la position de l'Algérie. La position de l'Algérie, à ce jour, a été une position sage, raisonnée, responsable, notamment, et qui a laissé effectivement à la France, notamment, de reprendre la main sur la diplomatie, de laisser les diplomates faire de la diplomatie, et surtout aussi d'arrêter, je dirais, ou sonner la fin de la cour de récréation. Or, il s'avère qu'à maintes reprises, l'Algérie a été dans l'obligation, par via du code de communiqué officiel des affaires étrangères, pour un peu rappeler à l'ordre cette dérive, cette déviation, ces glissements très inquiétants notamment, et qui sont encore une fois sous-traités par des forces tierces qui souhaitent effectivement une phagocyté, mais surtout aussi arriver à un point de non-retour. Et bien évidemment, l'un des derniers épisodes diplomatiques notamment, c'est celui de la convocation, comme vous l'avez rappelé, de l'ambassadeur français en Algérie, comme pour aussi, je dirais, rappeler certaines réalités et puis surtout corriger certains mensonges, puisque ces forces, notamment, et à leur tête Bruno Retailleau, n'ont cessé d'exprimer un certain fantasme, une certaine nostalgie de l'Algérie française à travers justement des mensonges, pour essayer de s'accaparer de l'opinion française et de l'induire en erreur, à savoir d'abord cette indexation
odieuse et condamnable de la sécurité des Français avec l'Algérie, et notamment les OQTF, on pourra en parler plus tard, et ça On va en parler. c'est très flagrant et c'est très violent, notamment, en langage diplomatique, j'entends. Et puis vous avez aussi ces fantasmes quant à cette Algérie comme pays assisté, notamment par la France et avec ses aides qui coulent à flot, qui tombent du ciel. Que Nini, il s'avère que bien au contraire, et ça a été d'ailleurs rappelé par leur propre ministre de la Santé qui avait donné des chiffres notamment qui étaient à l'opposé, aux antipodes de ce que relayaient, que ce soit Rotaillot et les relais de l'extrême droite et de la droite extrême. Donc il est important aujourd'hui aussi, pour ce SIAC, que l'Algérie, effectivement, à travers cette convocation, rappelle notamment un point très important qui est celui des avantages, notamment et des privilèges de la France en Algérie à travers les biens immobiliers dont profite l'ambassade française. Il compte par des hectares. On parle de plus de 140 000 mètres carrés. Vous faites bien d'en parler, Badisrinissa, des privilèges concernant les biens immobiliers, puisqu'on a appris que l'Algérie va ouvrir un dossier de ces mêmes biens immobiliers mis à la disposition de la France aux francs symboliques. En somme, c'est une location, on parle d'une location sur les hauteurs d'Alger, dans les quartiers de Hedra et d'Elbiar. 140 000 mètres carrés qu'occupe l'ambassade de France dans les beaux quartiers d'Alger, au loyer indexé sur les prix des locations de 1962, donc un prix symbolique. Absolument. D'ailleurs, plus de 61 biens immobiliers sont détenus à ce jour par la France, notamment en Algérie, à travers son ambassade. Et c'est pour dire effectivement que c'est aux francs symboliques, au loyer très symbolique, croyez-moi, quand on vous voyez les montants. Et c'est aussi pour, je dirais, contextualiser les choses et remettre les choses dans l'ordre des choses. À savoir, quand on parle de l'Algérie, ces prétendues aides venant de la France, moi je rappelle aux téléspectateurs que l'Algérie, à travers tous ses consulats et ses biens, notamment immobiliers en France, sont tous détenus en propriété pure et dure de l'Algérie. Donc c'est des acquisitions qui ont été faites par l'Algérie. Donc il n'y a ni loyer, ni faveur, ni privilège. Bien au contraire, côté français, bien évidemment, c'est au contraire. C'est effectivement depuis 1962 où ces loyers ont été fixés ou qui n'ont jamais été révisés. Ça, vous vous rendez compte. Donc, c'est dire effectivement que la France doit à un moment donné regarder en face la réalité, mais surtout aussi mettre un terme à ces dérives dans lesquelles l'Algérie est systématiquement la cible et, pour pas dire aussi, systématiquement le programme de certains candidats au présidentiel de 2027 qui n'ont pas de programme, si ce n'est que prendre pour cible l'Algérie pour essayer de s'accaparer encore une fois et faire du braconnage électoral. Donc je pense que cette ouverture de ce dossier va permettre de remettre les pendules à l'heure, mais surtout aussi, pourquoi pas, éclairer l'opinion française qui a été longtemps fourvoyée, longtemps, je dirais, altérée par ce type de mensonge, comme pour dire qu'effectivement l'Algérie est toujours dépendante de la France. Il n'en est pas aujourd'hui, et pas du tout, puisque l'Algérie est dans une dynamique très positive, à savoir une Algérie émergente, une Algérie souveraine, une Algérie audacieuse, une Algérie aussi qui ne subit pas le diktat. Pour mieux comprendre, Badisrinissa, donc concernant de quoi vous étiez en train de nous faire le topo, alors il s'agit au total 61 biens immobiliers occupés par la France sur le sol algérien, moyennant des loyers ridiculement bas. Parmi ces biens, le siège de l'ambassade de France en Algérie s'étend sur une vaste superficie de 14 hectares sur les hauteurs d'Alger, avec un loyer si insignifiant qui ne couvrirait même pas le prix d'une modeste chambre de bonne à Paris. Source, l'APS d'aujourd'hui. Absolument. Et c'est pourquoi, encore une fois, posons-nous la vraie question. Qui profite de l'autre? Qui a des privilèges? Qui, justement, aujourd'hui, profite depuis 1962 davantage, encore une fois, avec des loyers insignifiants? Figurez-vous, on est en train de parler des beaux quartiers, les hauteurs d'Alger, de Hydra, d'Elbière. Donc, c'est des quartiers qui sont hors de prix. Quand vous parlez en plus d'un ambassade qui fait plus de 6 000 mètres carrés. Donc, c'est dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que les Français sachent, à travers cette ouverture de ce dossier, qui est responsable à mes yeux, puisqu'elle arrive à un point nommé pour dire arrêtez ces inepties, arrêtez ces niaiseries, arrêtez ces mensonges, arrêtez cette propagande dirigée vers l'Algérie. Encore une fois, quand ce n'est pas du tout le cas, puisque aujourd'hui, cette ouverture de dossier permettrait effectivement d'établir certaines vérités, mais surtout de casser certaines contre-vérités, puisque la France, et à leur tête Bruno Retailleau aujourd'hui, ça donne à cœur joie à vouloir justement détourner la réalité, mais surtout aussi
occulter la réalité qui est celle nulle autre que la France est la seule privilégiée dans cette équation. Alors parlons d'autre chose, justement, cette question des OQTF. Il faut l'évoquer en donnant quelques aspects chiffrés pour peut-être en avoir une idée précise. Alors on prend l'année 2024, l'Algérie a délivré environ 3000 laissez-passer consulaires, c'est presque la moitié des demandes françaises satisfaites, soit on est à peu près entre 42 et 43%, c'est-à-dire on est dans les mêmes proportions validées par les autres pays de l'Afrique du Nord, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Pourtant, dans ce débat qui touche plus à la question juridique qu'une question internationale, avec des procédures qui sont longues, où tous les cas ne sont pas les mêmes, on a diffusé Bruno Retailleau a diffusé que ce n'était qu'Alger qui était le seul cas parmi tous ces pays qui ne fait pas grand cas de la loi. Et visiblement, c'est bien Bruno Retailleau qui a fait l'impasse sur des procédures juridiques. Il faut rappeler d'abord les OQTF, c'est un peu la solution miracle trouvée par la France pour essayer d'endiguer, surtout de solutionner la problématique de l'immigration. Donc on estampille je dirais les citoyens, puisque certains payent leur loyer, payent leurs impôts, sont des citoyens à part entière, mais par contre, ils sont en situation irrégulière parce qu'ils ont été parfois déboutés administrativement. Donc, on les estampille avec cette OQTF, comme pour dire, vous êtes bons à expulser, vous êtes des persona non grata. Et j'ouvre une parenthèse, Karim, si vous me permettez, OQTF ne veut pas dire forcément criminel ou repris de justice. Donc, il y a des pères de famille, il y a des enfants qui sont en OQTF. C'est très important de le dire. Et OQTF ne veut pas dire forcément Algérie ou Algérien. C'est très important de le dire, puisque là aussi, vous avez évoqué des chiffres, plus de 137 000 OQTF ont été émises en 2023 par la France. Et d'ailleurs, ça la place en première position en Europe. Donc, c'est une machine à OQTF, j'ai envie de vous dire, bien devant l'Allemagne, qui est réputée un peu pour être aussi dans cette même dynamique. Et d'ailleurs, la France se place en deuxième position en matière d'exécution d'OQTF. Donc, arrêtons les mensonges de dire que la France n'exécute pas assez d'OQTF. Maintenant, je reviens sur ces OQTF, 137 000 effectivement, dont le tiers seulement est le contingent du Maghreb et les 2 tiers autres pays, des pays tiers. Donc, quand je dis pays du Maghreb, y compris le Maroc, Tunisie et autres. Donc, arrêtons, encore une fois, ce mobile du crime, notamment retenu par Retailleau, pour casser sur l'Algérie, pour la cibler encore une fois à travers des éléments fallacieux. Et ça a été démontré par le président Macron lui-même, qui avait évoqué ce chiffre de 3000 et qui avait évoqué aussi la coopération de l'Algérie. D'ailleurs, la coopération de l'Algérie ne se fait pas en aval, elle se fait en amont aussi, puisque rappelons-le, pour endiguer l'immigration clandestine, il faut aller vers le développement durable. L'Algérie est peut-être le seul pays qui a mis en place un fonds effectivement d'investissement, de financement de plus d'1 milliard de dollars pour permettre justement aux Africains et au continent africain de pouvoir émerger, de se développer et éviter justement l'immigration clandestine. Donc l'Algérie est loin d'être encore une fois montrée du doigt. L'Algérie gère droit dans ses bottes vis-à-vis du droit international puisqu'elle se réfère seulement au droit international et au droit humain, puisqu'il est hors de question de bafouer les droits des citoyens, où qu'ils soient, et notamment qu'ils soient algériens ou autres d'ailleurs, parce qu'un droit humain, c'est d'abord de l'humanité. Et pour revenir un peu à ces OQTF... Rissa, pardonnez-moi, on reste sur cette question du QTF. Il y a des OQTF du riche et du pauvre. Il y a un OQTF qui intéresse Alger, justement, comme le cas de Abdeslam Bouchouareb, qui est un ancien ministre de l'Industrie entre 1996 et 1997, au moment même où un certain Boualem Sansal, il sévissait d'ailleurs en tant que directeur central de l'Industrie. Alors cette fois, la justice française refuse d'extrader Abdeslam Bouchouareb, recherché par la justice algérienne après plusieurs jugements à son encontre, dont un mandat d'arrêt international. Alors on le voit, il y a peut-être un 2 poids 2 mesures. Il y a des OQTF qui sont favorisés, d'autres pas, d'après le prisme parisien. J'irai plus loin que ça, c'est-à-dire que ce que j'ai qualifié de la France de la contradiction. La France de la contradiction, c'est quoi? C'est effectivement, c'est-à-dire que ce soit au QTF, si je reviens aux OQTF, vous savez, mademoiselle Philippine, c'est une jeune fille française qui a été assassinée, égorgée par un Marocain qui était sous OQTF au bois de Boulogne. Et pour autant, ça n'a pas subi une diatribe. Le Maroc n'a pas subi de diatribe comme l'est l'Algérie. Et encore, reste à prouver au fait que ces OQTF d'Algériens, entre parenthèses, sont bien des Algériens. Donc, pour vous dire déjà
avec des pays du Maghreb, déjà une espèce de traitement géométrie variable. Maintenant, je reviens effectivement sur le droit international, puisque c'est ça dont il est question. Puisque la France se targue de vouloir dire qu'effectivement, il faut avoir une certaine planéité vis-à-vis du droit international, parlons-en à ce moment-là que la France aussi et l'Algérie est en mesure d'exiger à ce propos qu'elle lui rende, qu'elle lui transfère justement ses citoyens sous mandat d'arrêt international, je dis bien international. Là, il n'est plus question de justice de la France, de justice de l'Algérie, c'est un mandat d'arrêt émis par une cour de justice qui est, je dirais, qui a toutes les prérogatives pour pouvoir justement les mettre sur des bases solides, sur des bases saines, tangibles et sans équivoque. Donc, qui ne permettent pas d'avoir un soupçon de, je dirais, de doute, notamment quant à la véracité du traitement de ces dossiers pénalement parlant. Donc, et pour autant, la France ne joue pas le jeu. Bien au contraire, elle les protège et elle les sanctuarise en les mettant comme des personnalités justement hautement, je dirais, Sur un piédestal. hautement symbolique justement dans l'équation. Et comme vous l'avez qualifié aussi tout à l'heure, on peut prendre encore une fois cette France de contradiction avec le dossier Sansal, où on essaie de sansaliser notamment la diplomatie et surtout décrédibiliser l'Algérie. Et là, j'ouvre une parenthèse, Karim, si vous permettez, parce que c'est très important. Allez-y. La France, en tout cas certaines franges de cette France, l'Union des droites notamment, et un certain, je me rappelle plus de son nom, en tout cas ça va me revenir, Cotillot, qui est un député, eurodéputé, qui a écrit une lettre avec plusieurs députés, notamment, je vous laisse deviner de quelle mouvance ils proviennent, à savoir l'extrême droite, la droite extrême, pour pouvoir justement phagocyter et, je dirais, torpiller les négociations, notamment des accords algériens, notamment avec l'Union européenne, des accords commerciaux d'association. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a un projet systémique, un dessin, je dirais, méthodique, structuré pour pouvoir casser de l'Algérie. Et donc je reviens un peu sur effectivement le dossier des mandats d'arrêt. L'Algérie est en mesure aujourd'hui d'exiger effectivement à son tour pour faire valoir ses droits et faire, je dirais, transférer ces personnes en tout cas qui ont été condamnées, je dis bien, par la Cour de justice internationale, enfin par le tribunal international et qui a émis ces mandats d'arrêt en connaissance de cause. Alors la France accuse l'Algérie en faisant l'impasse sur certaines, on va dire, données, ou en tout cas certains socles juridiques. Preuve, l'objet de la brouille est inédit et on peut parler par exemple de l'accord de 1994, un accord en un mot qui encadre la coopération entre les deux pays en matière de commerce et d'investissement, un accord dans les faits qui permet aux entreprises françaises d'obtenir des facilitations pour opérer en Algérie, tout en limitant les conditions pour l'Algérie. Donc on voit cette crise, quand on y creuse et quand on y voit de plus près, Alger n'est pas forcément la plus privilégiée, contrairement à ce que disent certains porte-voix du gouvernement français. Et on voit les binationaux qu'on n'a pas trop entendus lancent aujourd'hui un cri d'alarme parce qu'ils sont de plus en plus inquiets. C'était vendredi dans la tribune, dans le journal du Monde, pour qu'ils dénoncent une marginalisation et leur stigmatisation. Par exemple, on a la diplomate Karim, alors c'est la diplomate Karim Amlel, on a le professeur en médecine Sadr Beloussif, on a la professeure en psychiatrie, Aïcha Mourdahi. Alors, je vous pose la question, Badi Nissa, cette crise qui est en train de prendre quand même une certaine ampleur, est-ce que les binationaux, qui sont quand même une force en France, est-ce qu'ils ne vont pas être bientôt inquiétés à leur tour? Non, ils le sont déjà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, pour la bonne et simple raison qu'aux premiers instants de cette crise, ces forces, en tout cas, et Bruno Retailleau, d'ailleurs, je rappelle, qui a qualifié notamment ces mêmes binationaux de Français de papier. Et d'ailleurs, c'est Charles Maurras qui avait repris cette formule lors de la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis des Juifs. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a une espèce de glissement, il y a une espèce d'héritage aussi de l'idéologie, notamment de l'extrême droite racialiste, qui prend pour cible, notamment, y compris aujourd'hui dans cette crise avec l'Algérie, notre diaspora, notre communauté nationale, entre autres les binationaux. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve aussi, dans cette fameuse déviation encore une fois inquiétante, le fameux dossier ubuesque fallacieux sur cet fameux espion algérien qui aurait donné des informations sensibles et qui travaillerait pour Bercy. Donc, à travers ce dossier
fomentés, c'est les binationaux qui sont effectivement ciblés, puisque cela va certainement, dans les jours à venir et les semaines à venir, remettre sur le débat public français cette fameuse question de loi de déchéance de nationalité, ou aussi cette fameuse approche notamment sur les emplois sensibles, notamment qu'occupent les binationaux, et comment va la France devoir justement les exclure, notamment et en faire des sous-citoyens finalement. Donc non, je pense qu'elle est inquiète depuis le premier jour, puisqu'elle a été aussi prise pour cible comme étant ce trait d'union entre les deux rives, ce trait d'union entre les deux pays qui est censé plutôt construire des passerelles que je dirais, déconstruire notamment. Plutôt être un trait d'union notamment culturel, diplomatique, politique, puisque vous l'avez dit, dans cette tribune, les signataires sont de divers horizons, qu'ils soient politiques, diplomatiques et autres et intellectuels, mais j'en veux pour preuve aussi, dans le narratif notamment de l'extrême droite et de Bruno Retailleau, ils emploient des mots très durs, notamment avec cette menace très tendue de notamment notre diaspora, qui pourrait, je dirais, être alimenté par un discours haineux et qui pourrait demain exploser justement comme une cinquième colonne entre parenthèses dans les rues françaises. Alors Balistrissa, justement, je voudrais qu'on revienne rapidement sur la fameuse déclaration du président Macron au sujet du Sahara occidental qui a mis le feu aux poudres, qui a été le fait aggravant ou décisif dans ce bras de fer entre Paris et Alger. Alors, il y en a je rappelle rapidement, une reconnaissance de la marsanisation du Sahara occidental, comme avant eux, avant les Français, d'ailleurs les Américains l'avaient fait, mais on le voit, ce sont des puissances qui ne font plus grand cas du droit international. Concernant la France, il s'agissait de contrats ferroviaires avec le Maroc, car c'est de cela qu'il s'agissait, et le droit international est un peu passé au travers. Macron a tranché aux grandes dames de certains juristes d'ailleurs, certains juristes et avocats français, comme le disait d'ailleurs le regretté Gilles Devers, à qui on rend hommage d'ailleurs ce soir. Alors la France pouvait se contenter de camper un rôle de médiatrice dans ce dossier. Mais Macron a privatisé, semble-t-il, la diplomatie française. Je vous pose la question maintenant, il y a une sorte de perte de sens sous la Macronie de ce qu'est la France, de ce qu'est la diplomatie française, les rapports entre États, le rôle d'une puissance dans certains dossiers épineux, comme le cas du Sahara occidental. Alors, il faut reconnaître, à sa décharge, j'ai envie de vous dire, le président de la République, Emmanuel Macron, récemment, lors de son discours, effectivement, a apporté un certain apaisement dans son discours. Sauf que, effectivement, nous avons encore des troubles faits, notamment comme Bruno Retailleau, qui essaye, en tout cas, qui agissent dans le dos de la République française. Ceci étant, pour revenir sur la question du Sahara occidental, effectivement, là, on constate une certaine irrationalité, notamment diplomatique, politique de la France, sur un enjeu qui est finalement régi exclusivement par des résolutions onusiennes, par l'ONU, par le Conseil de sécurité. Et la France s'est donné ce rôle, j'ai envie de vous dire, de distributeur de titres de propriété, notamment sur le Sahara occidental, alors que c'est un Sahara occidental qui est considéré comme la dernière colonie en Afrique. Donc à un moment donné, il faut un peu de sérieux. Mais vous l'avez dit en filigrane, puisqu'il est question aussi d'intérêt, il est question aussi d'intérêt diplomatique, d'intérêt économique. Il n'y a pas que le ferroviaire, il y a aussi notamment une grande usine de dessalement qui est en cours de constitution avec un millefeuille administratif et bien évidemment financier qui sera certainement accordé à Veolia. Donc il y a des convergences notamment aussi en matière de prisme vis-à-vis de l'Afrique, puisque la France, avec je dirais, son expulsion Manu Tari de l'Afrique, essaye de revenir par le biais justement du Merzen, le Merzen qui lui a vendu monts et merveilles à travers justement je dirais, sa maîtrise notamment des dossiers africains. Il n'en est pas le cas aujourd'hui, bien au contraire. J'ai envie de vous dire même, ils ont misé sur le mauvais cheval, sur le mauvais chameau plutôt. Donc je pense qu'il y a cette irrationalité aujourd'hui qui rattrape cette diplomatie française, qui a été d'ailleurs pointée du doigt par plusieurs puissances, plusieurs pays, avec une certaine incompréhension, une certaine, je dirais, un certain air grave aussi, puisqu'il est question aussi d'une question, encore une fois, qui est régie par le Conseil de sécurité, par l'ONU, et dans laquelle la France, à ce propos, et en tant que membre permanent, est censée être le garant elle-même de l'application de ces résolutions, et y compris par rapport au Sahara occidental, pour aller vers
vers l'indépendance, notamment de ce peuple qui a été longtemps opprimé, qui est d'ailleurs aujourd'hui la France, a l'air de cautionner cette oppression, cautionner cette colonisation. Merci Badis Renissa, on arrive à la fin de notre entretien. Toujours un plaisir de discuter avec vous Badis Renissa. J'espère vous avoir bientôt pour encore plus éplucher, discuter, nous approfondir sur cette crise qui continuera sans doute à avoir plusieurs autres séquences. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Merci beaucoup, Sarah. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Al24 News et je vous dis à demain.